Bonjour à tous, hein, à tous toutes les personnes qui ont pu, nous sommes actuellement à 19 participants. Nous attendions à peu près une quarantaine de personnes hein, pour cette session. Et donc voilà, c'est la première session qu'on organise en effet comment dirais-je, de manière virtuelle, parce que d'habitude, on se réunit en effet chaque 2 mois. C'est une réunion bimestrielle où on se réunit en fait tous les 2 mois, en effet, pour pouvoir échanger sur des thématiques qui sont choisies par les gens de la communauté. Juste voilà, pour présenter un tout petit peu l'association, ben, ce sont les professionnels du numérique hein, donc, qui couvrent l'ensemble de la région donc, Côte d'Azur. Et nous avons également des invités, donc des partenaires et des invités qui viennent de Monaco. Hein, donc j'en ai vu quelques-uns. Et voilà, donc Télécom Valley existe depuis à peu près 25 ans. Et voilà, dans 30 ans, donc on anime l'écosystème. Et le but, c'est en effet d'échanger, de partager sur tous les aspects, on va dire, numériques. Alors, le terme numérique ne devrait pas réduire, si vous voulez, à tout ce qui est informatique, hein, parce que ça va au-delà, si vous voulez, de tout ce qui est... voilà, c'est pas réduit, si vous voulez, à l'aspect informatique. On parle également d'emploi, et donc il y a pas mal de communautés qui se greffent au fur et à mesure. Et donc l'écosystème regroupe également, vous savez, sur Sofia, sur Nice, on a également beaucoup d'étudiants. Donc il y a l'université de Nice Côte d'Azur qui se trouve à Nice, il y a le campus également. Et donc cet écosystème est très large, des professionnels et des donc voilà, 40 000 étudiants, il y a à peu près 18 000 emplois sur le bassin. Les adhérents de Télécom Valley, ce sont des adhérents, ce sont des entreprises hein, qui adhèrent. Voilà, ce ne sont pas des adhésions, on va dire, individuelles. Donc, ce qui fait que quand on regarde, par exemple, une grosse structure qui adhère, il faut multiplier le nombre d'adhérents par le nombre de salariés de cette structure. Donc, 160 à peu près, plus de 160. D'une manière générale, à peu près une centaine de manifestations avec en moyenne voilà, 3500 participants effectifs, parce qu'on a le nombre d'inscrits et les participants effectifs. Voilà. Là, on retrouve les communautés, hein, donc toutes ces thématiques-là qui apparaissent. Donc, il y a des gros événements voilà, qui sont annuels, comme Sophia Security Camp, qui doit s'organiser au mois d'octobre. Donc, on a pris l'habitude depuis trois éditions. La quatrième édition, c'est de faire, en fin de compte, cet événement la veille, en fin de compte, des assises de Monaco, des assises sur la sécurité de Monaco. Vous avez également Sophia Camp. Il y a maintenant aussi Sophie IA sur tout ce qui est intelligence artificielle. Et donc, une soirée test logiciel. Vous avez également l'écosystème. Voilà, je vous laisse... pour avoir un peu plus de détails là-dessus, je vous laisse aller sur le site de Télécom Valley pour avoir en fin de compte une vue globale de tout ce que l'on couvre. Les partenaires, alors on a des institutionnels hein, comme la région, le département, l'agglomération, donc Sophia Antipolis. Nous avons également la métropole Nice-Côte d'Azur donc, qui soutient l'association. Voilà, tout un écosystème qui fait que on retrouve globalement, en fin de compte, au sein de cette association qui sert un tout petit peu de référence, voilà, de point d'entrée, si vous voulez, à pas mal d'activités. Juste pour nommer également le Sophia, comment dirais-je, pour revenir sur le sujet de la présentation, cet événement a été organisé donc, en collaboration avec le CNAM PACA, qui a bien voulu, si vous voulez, partager cet événement avec, avec l'autorisation en fait de Jonathan Brossard, hein, qui est le présentateur. Et je voudrais également, en effet, donner à cette occasion la parole à Annick Redac, Bonjour. qui est responsable, en effet, du bois. Je pense qu'elle se présentera mieux que je ne pourrais. Merci Edmond. Voilà.
Merci Annick. Bonjour, bonjour à toutes et tous. Oui, bonjour. Donc Annick Reyac, je suis responsable du pôle appui pédagogique du CNAM PACA. Donc le CNAM concerne Conservatoire national des arts et métiers, donc sur la région PACA. Le CNAM, écoutez, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous avons trois missions principales. La formation professionnelle, donc supérieure tout au long de la vie, où nous avons pour mission de développer les compétences des salariés et des demandeurs d'emploi. Euh, la diffusion de la culture scientifique et technique auprès du grand public et de tous les professionnels pour transmettre le goût de l'innovation, et puis la recherche appliquée pour favoriser la compétitivité des entreprises. Donc, c'est aussi à ce titre qu'aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être avec Télécom Vallée pour la première fois. Euh, En effet, dans le cadre d'un parcours que nous avons ouvert pour la première fois sur Nice, euh, analyste, c'est un parcours certificat de compétences analyste en cybersécurité. C'est une formation donc, qui est financée par la région PACA et que nous animons et dont Edmond est l'un de nos intervenants. Et nous avons en effet le plaisir aujourd'hui d'avoir Jonathan Brossard pour vous faire un retour d'expérience sur son expertise en cybersécurité. Voilà. Donc je pense que nos auditeurs, parce que c'est ainsi que nous les appelons au CNAM PACA, sont avec nous aujourd'hui, tous ceux qui aujourd'hui sont dans ce parcours certificat de compétences analystes en cybersécurité. Et ils font partie de cette première promotion. Et nous aurons le plaisir, nous pensons, nous espérons bien sûr, et nous œuvrons tout pour cela, d'ouvrir de nouveau ce parcours à la rentrée sur Nice et sur Toulon. Voilà, je laisse la parole aux intervenants et aux experts sur euh, ce webinaire d'aujourd'hui et merci à tous. Merci Annick. Juste Jonathan, avant de vous laisser la parole, je voulais juste préciser aussi, hein, donc, parce que ça reste aussi dans le cercle aussi de la cybersécurité. Nous sommes en partenariat avec le CUGIR PACA, donc, qui est représenté ici par Patrick Chambet, hein, donc, qui est le président en effet du CUGIR PACA Côte d'Azur. Et donc voilà, on s'organise d'une manière générale, si vous voulez, à réaliser les événements de telle sorte que l'écosystème soit régulièrement informé. Et je pense que sous peu, GIRPACA va annoncer, comment dirais-je, une date pour un événement qui se tiendra sous peu et animé par le QGIRPACA voilà, qui est représenté par Patrick Chambé. Voilà, voilà, c'était tout. Ben, merci beaucoup. Et puis, je vous souhaite une belle conférence. Et puis, merci à Jonathan. On vous laisse la parole. Bonjour, donc je suis Jonathan Brossard, c'est moi qui vais présenter, être avec vous pendant l'heure qui vient. Cette présentation c'est un peu une présentation 3 en 1. Il y a une partie très orientée pour les étudiants du CNAM, donc très pédagogique et didactique, qui va être un peu orientée sur la découverte d'exploits, la découverte de vulnérabilités et l'exploitation de ces vulnérabilités dans des environnements. Il y a une partie plus orientée retour d'expérience et qu'est-ce qui se fait en fait en termes de technologie de pointe pour améliorer les cycles de développement industriel. Donc Moabi, la société que je dirige, est un des pionniers en France et en Europe sur la sécurité de ce qu'on appelle l'IIoT, c'est-à-dire en fait des processus industriels. Et puis, il y a une troisième partie qui est plus orientée recherche. Ça va être un peu plus dur, un peu plus funky, mais c'est aussi très intéressant. Et sur cette partie, si vous ne comprenez pas tout, c'est pas grave. L'intérêt, c'est de savoir que ça existe et de faire découvrir des outils. Dans cette optique, ceux qui sont uniquement intéressés par les outils, vous pouvez aller voir les outils développés par Moabi dans le cadre de ses recherches. Ils sont open source, c'est du vrai open source, hein, c'est du MIT License et BSD. C'est des outils qui ont été présentés dans le cadre de 2 conférences qui s'appellent DEF CON et Black Hat, qui sont des grosses conférences industrielles à Las Vegas. Voilà, qui a été le focus était vraiment la partie outils. Donc voilà, le code est open source sur GitHub si ça vous intéresse. Je vous invite à contribuer.
C'est des outils qui sont d'ailleurs dans les repositories Debian et Ubuntu. Donc, vous pouvez les installer si vous utilisez ces distributions. Ils sont directement accessibles dans les repositories de ces distributions. Alors, pour vous donner un petit peu de contexte, pourquoi est-ce qu'on va parler de ça et qui je suis? Alors, donc, je vous expliquais, moi, je suis le CEO de Moabi. J'habite un peu entre la France et San Francisco, on va dire. Ça fait 6 ans que j'habite à San Francisco. En fait, j'étais directeur de la sécurité produit chez une entreprise de cloud qui s'appelle Salesforce. Et eux m'avaient recruté parce que voilà, j'ai une pratique en fait dans la recherche d'un niveau, que ce soit au niveau des BIOS, des firmware, l'écriture d'exploits, voilà, qui était significative et qui les intéressait. Dans un écosystème plus français, vous connaissez peut-être le Templab, qui était le premier hackerspace français. Bon, il n'existe plus, hein, c'était AGT, dont j'ai été un des premiers membres. Et puis on a, avec quelques collègues, fondé les premières conférences en sécurité informatique en France, qui étaient réellement internationales, parce qu'en anglais, et qui s'appelait Akito Ergo Sum et NoSuchCon. Voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder sur mon blog, qui s'appelle andrazine.com. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ma passion dans la vie, qui est la recherche de vulnérabilité automatique. Ça peut paraître un peu bizarre comme passion, mais l'outil que je vais vous présenter, et les outils que je vais vous présenter, viennent vraiment de là. Donc en fait, Moabi, là, un des outils dont on va parler, c'est un outil qui fait de l'exécution symbolique et de l'analyse de temps. Si vous n'êtes pas familier avec le terme, l'analyse de temps, en fait, c'est prendre un programme binaire et essayer de déterminer au niveau des registres qu'est-ce qui est contrôlé potentiellement par un attaquant. L'exécution symbolique, c'est transformer le code assembleur en certaines équations et essayer de les résoudre pour essayer de automatiquement prouver des choses sur les binaires, prouver qu'il y a des vulnérabilités ou leur absence. Un des challenges quand on fait de l'informatique industrielle, c'est la taille. Imaginez par exemple qu'on travaille avec des voitures, mettons des Tesla, pour te donner un scope. Quand en fait on fait des updates du software de Tesla, donc typiquement une fois par mois pour faire des updates de sécurité et autres, de fonctionnalités, c'est entre 10 000 et 30 000 binaires à chaque fois. Donc c'est beaucoup trop pour les analyser à la main. Et il y a des besoins voilà, naissants d'automatisation de la sécurité des sites industriels. Donc c'est là-dessus qu'en fait on travaille. Si en fait Monsieur Cissé vous parlait à l'instant des assises de la sécurité, donc avec cet outil Moabi, nous on a gagné les assises de la sécurité l'année dernière à Monaco. Et il y a un retour d'expérience particulièrement intéressant pour les industriels qui a été fait par Renault. Donc Renault, Nissan, Mitsubishi, l'Alliance a été pour nous un client fondamental. Depuis, on travaille avec eux depuis 5 ans. Donc avant que formellement on lance Moabi il y a 18 mois. Et c'est vraiment avec eux qu'on a développé ces technologies. On a fait un rétex de plus d'1 heure qui est filmé dans le cadre des assises de la sécurité. Je vous invite, si le sujet vous intéresse, à vous y reporter. Vous trouverez cette vidéo sur YouTube ou sur le site des assises de la sécurité. Voilà, alors de quoi on va parler aujourd'hui? Je vais vous parler dans le cadre donc, de l'informatique industrielle IIoT d'un case study d'analyse statique, donc de détection automatique de vulnérabilité. Et après, on va se poser la question de leur exploitation. Alors, le cadre. Quand vous prenez une voiture, il y a 2 sets vraiment importants d'informatique. C'est ce qu'on appelle l'IVI et l'IVC. L'IVI, c'est tout ce qui concerne l'entertainment system, l'infotainment. Donc, c'est une des choses les plus visibles dans l'informatique des véhicules connectés modernes. Et dans ce cadre, Genie IVI, en fait, c'est une joint venture, enfin un consortium entre les plus gros manufactureurs mondiaux pour avoir une base d'infotainment mutualisée. Donc, il y a 15 ans, ils développaient tous dans leur coin un peu leur système et ils se sont dit, bon, c'est pas très efficace. On va plutôt se mettre ensemble et avoir une plateforme commune et c'est ça qui constitue Genie IVI. C'est basé sur du Linux. Vous pouvez le télécharger de manière open source.
sur geniivi.com et c'est ça qu'on va analyser aujourd'hui. Donc l'important, c'est voilà, c'est mutualisé par les plus gros vendeurs de voitures mondiaux, en particulier européens. Et donc l'impact, si on trouve des vulnérabilités là-dedans, va être très important. C'est plusieurs millions de voitures par an. Alors si on fait une analyse automatique en utilisant Moabi de cette plateforme GenialGI, Jonathan, oui. excusez-nous, le son n'est vraiment pas bon du tout. Il y a beaucoup de participants qui n'entendent pas. Est-ce que vous pourriez peut-être encore augmenter le son de votre micro, le volume, s'il vous plaît, désolé. Hein. Je suis au maximum. Vous m'entendez mieux? Moi, j'entends mieux, mais je ne sais pas. Pour les personnes qui envoyaient des messages, ce serait bien de nous le dire. Ok, je vais assumer que ça marche. Ouais. Donc, en faisant une analyse statique, donc sans avoir le code source, hein, simplement en prenant le binaire, une analyse statique nous reporte la chose suivante. Il nous trouve une vulnérabilité dans un binaire qui s'appelle OSTAPD en nous disant il y a un problème de pseudo random number generator. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, quand on essaye d'avoir des nombres aléatoires en informatique, c'est régulièrement un problème. Et plutôt que d'avoir des nombres réellement aléatoires, on utilise ce qu'on appelle des nombres pseudo-aléatoires. En fait, c'est des suites finies qui ne se répètent pas et on les initialise à des endroits différents qui nous donnent des suites de nombres qui semblent être aléatoires. Et là, la vulnérabilité qui semble apparaître est que donc, l'application OSTAPD utiliserait RAND sans initialiser le PRNG d'abord. Donc ça, cryptographiquement, c'est un problème. Donc on va vérifier si cette vulnérabilité existe. Je vais vous expliquer en détail en quoi elle consiste et on va voir quel est l'impact sur OSTAPD. Alors cette vulnérabilité a été reportée au CERT en 2019. Il y a un patch qui a été patché en fait par accident en 2016. Il n'a pas été reporté en tant que vulnérabilité, et donc il y a un backport sur le nom de la vulnérabilité vers 2016. Toutes les versions inférieures à 2.5, incluant 2.5 de l'OSTAPD sont vulnérables. Et on va voir que en fait, même en ce moment, il y a encore des distributions qui utilisent des versions vulnérables de l'OSTAPD. Alors tout d'abord, peut-être, qu'est-ce que c'est que l'OSTAPD? OSTAPD, c'est la façon standard de transformer un Linux en application Wi-Fi. Donc, si on veut transformer en fait un Linux ou plus largement un Linux, qui est très fréquent en fait dans l'informatique embarquée en access point Wi-Fi, l'objet que vous propose une stratégie. Sûrement bien sûr qu'il y a le hardware pour le faire. La façon standard de faire ça, c'est donc d'utiliser OSTAPD. Donc l'impact auquel on s'attend si on trouve des vulnérabilités dans cette application, c'est potentiellement de se connecter à des réseaux Wi-Fi de manière donc si on fait une analyse surfacique du binaire OSTAPD qui est dans le terminal de gauche, en regardant, en listant en fait les symboles et donc des fonctions qui sont appelées à l'intérieur de l'OSTAPD, on voit qu'effectivement, il utilise les fonctions rand et random, mais qu'il n'utilise pas les fonctions srand, srandom. Donc ça, c'est des fonctions qui sont exportées de la Libc, hein, c'est des fonctions standards de la Libc. Et ça, on voit déjà qu'il y a un problème en fait. Parce que si on utilise random et srandom sans cider donc le PRNG, ça veut dire que les suites des nombres aléatoires qui vont nous être donnés vont tout le temps être les mêmes. Donc on lance le STAPD, il va nous donner une certaine suite aléatoire de nombres. On relance le STAPD, il va nous redonner exactement la même suite aléatoire de nombres. Donc, si ces nombres sont utilisés dans les fonctions cryptographiques, ça va être un problème. Si vous ne connaissez pas cette classe de vulnérabilité, je vous ai donné la référence à droite, ce qu'on appelle un CWE du MITRE. Le MITRE, c'est un site gouvernemental américain.
qui référence donc, les vulnérabilités en sécurité informatique, et ce qu'on appelle des CWE, c'est donc un Common Weakness Enumeration, c'est une classe de vulnérabilité en commun. Voilà, vous avez la référence en bas de l'advisory chez Moabi, si les détails techniques vous intéressent, la référence technique vous intéresse. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, si on regarde le code de la fonction à droite, ça, c'est une fonction donc, qui s'appelle WPS Generate Pin. Le WPS, c'est un standard qui doit avoir 10-15 ans, qui permet en fait de configurer un Wi-Fi à distance avec simplement un PIN code. Donc à la base, il devait faire 8 chiffres. La première version était vraiment cassée. Il y avait quelques milliers de PIN codes possibles, d'après le standard. Ça a été corrigé en 2010-2011. Cette fonction existe toujours. Vous avez beaucoup de devices. Si vous regardez en fait sur le modèle Wi-Fi par lequel très probablement vous vous connectez à cette conférence, il y a sans doute un bouton dessus avec écrit WPS, et si vous appuyez sur ce bouton, il va vous permettre à distance de vous connecter à la stack Wi-Fi pour connecter le device en rentrant un PIN code. Et alors, ce qu'on suspecte assez fortement d'après le code là, ça va être que ce code il n'est pas très random et qu'en fait on va pouvoir brute forcer le WPS générique. Pourquoi ça? Si vous regardez en fait comment est calculée cette valeur, vous voyez que val c'est égal à os random XOR no.sec XOR no.17. OS random en fait c'est la fonction random, donc le PRNG qui est prédictible. Et on va regarder ce que c'est que nosec et no.gusec qui vient de OS_getTime, la ligne du cul. Ouais, moi ce que je vous annonce là, c'est que ça, c'est pas très random du tout. Alors on va aller voir les détails et on va essayer d'aller voir comment est-ce qu'on peut, à partir de cette analyse statique, faire le bridge, vérifier qu'il y a une vulnérabilité, et éventuellement écrire un exploit. Voilà, donc on va aller faire ça et basculer vers un shell. Voilà. Alors, on va prendre les trucs dans l'ordre. Je vous disais, le code de la fonction vulnérable est celui-ci. Donc, on disait, c'est la fonction WPS Generic Fill, qui a essentiellement 3 éléments ici. Donc, OS random, on a dit ça c'est random, donc qui vient de la lib C, qui est passé XOR no.sec, XOR no.usec. Et en fait, ces deux termes-là, ils viennent de OS_getTime. Qu'est-ce que c'est que OS_getTime? Si on regarde, OS_getTime, c'est une fonction aussi qui est déclarée dans la stack OSAPD, et en fait, c'est un appel à getTimeOfDay. Alors, getTimeOfDay, là, vous voyez qu'il prend deux arguments. Il prend un structure timeVal, et l'autre argument, c'est 0, c'est pour dire c'est le temps de maintenant. Donc, getTimeOfDay de maintenant, et on remplit ces structures quand on l'appelle. Cette structure a donc deux éléments, qui est le temps en secondes depuis époque, c'est-à-dire le temps en secondes écoulé depuis le 1er janvier 1970 par convention, parce que comme chacun sait, c'est l'âge de Unix, donc c'est l'âge de l'humanité, en ce qui nous concerne en informatique. Et l'autre partie est le delta entre ce temps-là et le moment où on appelle la fonction getTimeOfDay en microsecondes. Si vous voulez la référence complète, vous pouvez regarder la même page de getTimeOfDay, qui va vous décrire exactement ce que je viens de vous décrire. Donc, la timeVal prend le temps en secondes et vous donne aussi les deltas en microsecondes. C'est le temps depuis époque, qui est donc par convention le 1er janvier 1970. Alors nous, ce qui va nous intéresser en termes de sécurité, c'est de regarder à quel point, en fait, les éléments de cette formule-là sont prédictifs. Donc on va regarder en isolation le random et le retour du getTimeOfDay. Alors mettons qu'on est en train d'essayer de hacker une voiture.
Cette voiture, elle a une stack Wi-Fi, donc il y a du Wi-Fi dans la voiture, et nous, on aimerait bien se connecter à cette stack Wi-Fi sans connaître de password. Donc, si on veut pouvoir faire ça par le WPS, il faut qu'on arrive à déterminer tous les éléments de cette formule ici. Alors, on va commencer par essayer de déterminer, on va regarder d'abord la partie random. Alors, on va faire un petit test case pour essayer d'illustrer le problème de random. Donc là, en fait, j'ai un programme très court en C, il ne cite pas. OK, je vais l'afficher en couleur. Alors, là, pour commencer, là, vous voyez la partie srand. Donc, avant d'appeler rand ici, on serait censé appeler srand. Là, on ne va pas le faire. Donc, on va compiler le programme et on va l'appeler plusieurs fois. À votre avis, à quel point c'est random? Alors, on va commencer par essayer de déterminer, on va regarder d'abord la partie random. Alors, on va faire un petit test case pour essayer d'illustrer le problème de random. Donc là, en fait, j'ai un programme très court en C, il ne cite pas. OK, je vais l'afficher en couleur. Alors, là, pour commencer, là, vous voyez la partie srand. Donc, avant d'appeler rand ici, on serait censé appeler srand. Là, on ne va pas le faire. Donc, on va compiler le programme et on va l'appeler plusieurs fois. À votre avis, à quel point c'est random? Bon, on voit que c'est pas random du tout. Hein. Il nous renvoie la même valeur à chaque fois. Ça, c'est une erreur qui est assez courante chez les débutants qui font des fuzzers et qui ne citent pas les PRNG. Et leur fuzzer envoie toujours les mêmes paquets, ils testent toujours le même code base. Donc là, je vais rajouter un srand qui va rajouter une valeur différente à chaque fois, qui est le PID, donc le process ID du programme que j'exécute, qui est différent à chaque exécution. Donc ça devrait suffire, parce que maintenant, si je le lance à chaque fois, j'ai une valeur différente. Okay. Donc ça illustre bien en fait quel est le problème avec random et le fait de ne pas cibler le PRNG, comme le fait StatD. Donc la partie random est complètement prédictible. Si on regarde la formule qui nous intéresse, donc ça veut dire que la formule ici, là, le OS random est complètement prédictible. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est le no.set, XOR no.set, qui vient de OS getTime, qui est en fait un appel, comme on vient de le voir, à getTime. Ça, en fait, il y a plusieurs façons d'arriver à le déterminer. Une première façon qui est assez intuitive, c'est qu'il y a beaucoup de protocoles informatiques qui vous permettent de le déterminer à distance si vous connaissez UDP. Donc, par exemple, le protocole ICMP peut permettre, comme je fais ici avec HPing3, de demander à distance quel est le timestamp d'une machine utilisée. Donc, ça, ce serait une façon, pourquoi pas, si on connaît l'IP de la voiture, de connaître. Ouais, vous voyez là, ICMP timestamp, ça c'est le timestamp de la destination. Bon, en toute généralité, en fait, je ne connais pas forcément une IP de la voiture. Par contre, regardons un peu la résolution de getTimeOfDay. Si on s'intéresse à la fonction getTimeOfDay, pareil, on va refaire un petit programme de test de régression. Alors, on va appeler, comme dans la fonction OSGetTime de StatD, la fonction getTimeOfDay avec la même structure timeval. Et on va afficher simplement la partie microseconde. Pourquoi? Parce que le nombre de secondes depuis époque dans la voiture, bon bah, si je suis assez près de la voiture pour pouvoir me connecter en Wi-Fi, je peux estimer le temps en secondes depuis époque. C'est le même temps que sur mon téléphone. Par contre, la résolution en termes de microsecondes, ça c'est pas évident. Alors, compilons ce programme et on va le lancer plusieurs fois. Voilà. Alors, je vais lancer getTimeOfDay. Bon là, contrairement à l'exemple tout à l'heure avec random, on a bien l'impression que la valeur qui nous retourne à chaque fois est différente. Alors, il n'est pas évident que là, il y a une vulnérabilité. Alors, regardons, je vais modifier un tout petit peu le code en C. Plutôt que d'afficher le résultat en hexadécimal, je vais l'afficher sous forme de 1 et de 0. Alors, donc ce que j'affiche ici, c'est simplement
le delta entre le temps en secondes depuis époque et le moment où j'appelle cette fonction, d'accord? Et je n'affiche que la partie microseconde. Donc ça devrait avoir une résolution très haute. Alors si maintenant j'appelle cette même fonction en affichant des 1 et des 0, voilà, là, vous voyez le pattern, hein, c'est de l'afficher plutôt sur une ligne. Donc les 1 sont en rouge, les bleus, les 0 sont en bleu. Okay, ok, je vais faire une boucle. On va l'appeler 10 fois de suite. Ouais, donc vous voyez que la résolution, elle n'est pas extraordinaire et que les 1 et les 0, en fait, ils sont à peu près tout le temps au même endroit. Et ça se voyait pas quand on l'affichait en hexadécimal. Mais en fait, la résolution, là, en microsecondes, elle est vraiment pas terrible. Et si on compte, en fait, il n'y a pas plus de 1 et 2 bytes d'entropie. D'accord? On voit que les 1 et les 0, ils sont tout le temps au même endroit. Et si j'attends quelques secondes et je recommence, c'est la même chose. Parce qu'en fait, j'affiche que la partie microsecondes. Donc ça sur la page. Ok? Donc la vulnérabilité, en fait, elle est là. Si on regarde le résultat ici, si on revient au code en C, vous aviez le val est égal OS random. On a dit ça, c'est complètement prédictible parce que il n'appelle pas srand. Donc la suite random est tout le temps la même. Le nombre de secondes depuis époque, je peux l'estimer. Si je suis assez près de la voiture pour me connecter à la voiture par Wi-Fi, en fait, le nombre de secondes depuis 1970, c'est le même que sur mon téléphone. Et la partie microseconde, on vient de voir là, et ça peut être brute forcé, c'est au pire 2 bytes. Donc fort de ces informations, il ne nous reste plus qu'à écrire un exploit. Et alors là, la grosse astuce, c'est plutôt que d'écrire l'exploit et toute la partie réseau qui est un peu compliquée, on va réutiliser un exploit de 2001 qui s'appelle River, ici, qui est public, qui est l'exploit pour le CVE 2011-5053, qui disait quoi? Il disait qu'en fait, à l'époque, il y a quelques milliers de... Il n'y avait que 11 000 pins possibles, même si l'espace était de 10 puissance 6. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un outil pour brute forcer les pins WPF possibles. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer ces 11 000 par tous les pins que nous, on peut générer à partir des 2 bytes d'entropie possible. Et donc, pour écrire notre exploit, on va juste backporter ça dans River. Et du coup, c'est un peu un truc de feignant. Hein. Il n'y a aucun collègue. Donc voilà comment on peut vérifier que la vulnérabilité CVE 2016-10-743, à partir d'une analyse statique, est réelle et écrire un exploit assez facilement. Comme vous voyez, en fait, on peut faire ça en numéro 2. Alors, bonus point. En analysant le même code base, on s'est rendu compte qu'il y avait une autre vulnérabilité du même type. Alors, dans la stack de l'EAP serveur de HostAPD, il y a une feature qui permet d'éviter le déni de service en générant des beacons aléatoires. Et comme ces beacons utilisent aussi la fonction rand, comme précédemment, srand n'est pas appelé, ces beacons sont en fait totalement prédictifs. Et donc cette fonction anti-déni de service, elle ne marche pas du tout. Et du coup, l'UAP serveur de HostAPD peut être contrairement à 2016, ça n'a pas été patché par accident en 2016. Et donc la CVE est bien de 2019 quand Moabi l'a reporté, certes, l'année dernière. Bon, ça c'était la partie un peu didactique. Alors maintenant, je vais vous montrer quelque chose de plus avancé, plus du niveau de la recherche, pour voilà, les gens qui font ce qu'on appelle des capture the flag, par exemple, qui sont un peu des tests de compétition de hacking.
ou qui travaillent sur de l'embarqué industriel. Et vous allez voir le lien avec votre problème immédiatement. Un des problèmes quand on débug des voitures comme ça, c'est que les voitures, ça ne tourne pas sous Intel. Les voitures, ça tourne typiquement sous ARM, et en particulier sur les versions 64 bits, qu'on appelle AArch. Et des fois, c'est des processeurs très customisés. Et du coup, on n'a pas forcément les machines pour les faire tourner. Débugger un exploit sur du ARM, c'est plus difficile que de le faire tourner sur du Intel. Donc la question, c'est mon binaire au stapélé, là, n'importe quel binaire que j'ai recopié de ma voiture. Comment je fais pour l'analyser sur ma machine Linux Intel? Je n'ai pas forcément l'OS qui va bien pour le faire marcher. Alors on pourrait dire, ouais, je vais utiliser une VM, je vais réinstaller tout le système d'informatique de la voiture dans une VM. Alors pourquoi pas, c'est une bonne piste. En pratique, ça ne marche pas terrible, et surtout l'instrumentation est très lourde. S'il faut faire tourner tout un OS alors que ce qui m'intéresse, c'est juste un binaire, ça décuple la complexité. Donc c'est pas ce qu'on va faire. C'est là que va rentrer en jeu le Witchcraft Compiler, un des outils que j'ai envie de vous présenter, qui est open source, qui va nous permettre de faire ça en utilisant le Just-in-Time Translation de QEMU, qui va nous faire une translation du ARM ou AArch64 vers Intel, tout en mémoire. C'est une nouvelle façon de débugger les binaires. Vous allez voir, c'est très joli. Alors, si c'est trop compliqué, vous inquiétez pas, c'est normal que ce soit un peu dur. Ça, c'est plus la partie vraiment recherche de cette présentation. Alors, comment est-ce que j'installe le Witchcraft Compiler d'abord? Donc, c'est le binaire que je vous ai expliqué avoir présenté à Black Hat Defcon. Comme vous pouvez voir là, sous Ubuntu, il est directement dans les repositories. Si vous faites un apt get install de WCC, voilà, vous installez directement WCC sur votre machine. Le Witchcraft Compiler a en fait plusieurs binaires. Donc, il y en a un qui s'appelle WCC, qui est un rétrocompilateur. Voilà. Il y en a un qui s'appelle WLD, qui est un rétro-compilateur. Voilà. Et puis il y a WSH, qui est un Witchcraft Shell. Et c'est ça que nous, on va utiliser aujourd'hui. Voilà, pour le command line rapidement du Witchcraft Shell. Alors, une fois qu'on a installé donc, ce programme, voilà, là, j'ai un binaire que j'ai copié d'une distribution ARM. Alors, c'est une librairie, voilà, c'est une librairie ARM 32 bits hein, qui s'appelle libSE-Linux. Et ce qui m'intéresse, en fait, ça va être comment est-ce que je fais pour utiliser libSE-Linux et appeler des fonctions à l'intérieur que je pense être vulnérables sans installer toute une distribution Linux compliquée. Alors, j'ai cross-compilé le Witchcraft Shell. Voilà. Ça, c'est un truc un peu magique. Voilà. J'ai cross-compilé pour ARM32. Ok, donc ça, c'est vraiment un binaire ARM. De manière étonnante, en fait, je peux le lancer sur ma machine. Ça marche parce que j'ai utilisé ce qu'on appelle un binary format dans le kernel. Je vais essayer de le trouver. Voilà, donc si je regarde dans slash proc 6fs, donc ça c'est l'interface vers le kernel de mon host Linux. J'ai créé pour QEMU ARM voilà, j'ai créé donc ce fichier dans la configuration de mon noyau. Il lui dit quoi? Il lui dit si le binaire commence avec 7 suites de chiffres, alors c'est un binaire ARM et lance-le avec cet interpréteur. Et le résultat, c'est que sur ma machine Intel, je peux lancer des binaires ARM. Vous voyez, ça, on a dit, c'est un binaire ARM. Je peux le lancer. C'est incroyable. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ce binaire ARM que j'ai cross-compilé, qui est donc mon debugger, je vais l'utiliser pour analyser ce binaire libSE-Linux que j'ai pris d'une distribution ARM32.
Donc voilà, il va le charger dans son propre espace mémoire. Et alors là, si on regarde les librairies qui sont présentes en mémoire, donc j'ai le binaire libs Linux en question et toutes ses dépendances. Tous ces binaires, c'est aussi des binaires ARM, comme on le voit dans la nomenclature ici. Alors, là, en fait, le shell que j'ai ici, et qui est le shell du Wishcraft Shell, c'est un shell Lua, mais qui permet, en fait, toutes les fonctions qui sont présentes dans les librairies qu'il a chargées dans son propre adresse mémoire, il va faire une espèce de réflexion. Et même si c'est des fonctions binaires dont je n'ai pas le code source, il va me permettre d'appeler directement le contenu, n'importe quelle fonction présente à l'intérieur. Je vais vous montrer un exemple. Alors, je vais dire, je vois bien de quoi je parle. Voilà, donc à gauche, c'est dans quelle fonction, dans quelle librairie en fait, est la fonction. Ça, c'est le nom de la fonction. Puis à droite, c'est des informations relatives à cette fonction. C'est le type d'objet c'est en fait. Est-ce qu'elle est globale ou locale? À quelle adresse elle est? Quelle taille elle fait, etc. Donc ça, c'est la liste des librairies à droite. Et la deuxième colonne, c'est la liste des fonctions disponibles dans ces librairies. Donc, je vais tout les afficher. Voilà. Donc, vous voyez qu'en fait, toutes ces fonctions ARM, là, que ce soit libs Linux, qui était celle qu'on cherchait à appeler, ou ses dépendances, par exemple la libpcre, qui est la librairie des expressions régulières Perl, je peux appeler toutes les fonctions qui sont disponibles dedans. Alors, je vais vous montrer les exemples. Il y a évidemment la libc, qui est une dépendance de ces fonctions-là. Et je vais pouvoir appeler toutes ces fonctions qui sont disponibles dans l'espace mémoire et disponibles un peu par magie, de manière réfléchie dans mon shell Lua. Alors, je vais vous faire une petite démo d'abord. On va essayer de fixer les idées. Je vais créer une variable en Lua qui s'appelle A. Et je vais lui dire, donne-moi mon PID. Ok, donc ça marche. Si j'affiche mon process ID, ok, mon process ID c'est 17 899. On va aller voir dans un autre shell. Alors, donc là je suis dans l'export du kernel dans le /proc file system. Je vais regarder le memory mapping. Alors le memory mapping là, il est assez extraordinaire. Si on regarde en fait le memory mapping, qui contient mon shell WSH ARM et un binaire ARM, ok. Il contient dans le même address space, dans le même process, le QI ARM static qui fait la translation binaire depuis ARM vers Intel just in time. Donc ça c'est du just in time compilation cross-platform. Il contient les librairies que je vais débugger. Alors on avait dit celle qu'on cherche à débugger, c'est la libs Linux ici, et toutes ces dépendances qui sont également des binaires ARM. Ok. Donc, les binaires ARM, on a vu du pthread, du pcre, ça c'est le Dynamic Linker ARM, la libc, libdl. Voilà. Et puis, c'est à peu près tout. Donc là, j'ai un seul process, contrairement à ce qui se passe quand on débug avec Ptrace, par exemple, CGDB, où vous avez un débugger qui débug en debug. Là, tout est self-contained dans un seul process. Et alors, pourquoi c'est cool? Donc, on a vu que là, je pouvais appeler des fonctions, par exemple, de la libc, faire un display, par exemple, de mon process ID, mais je peux appeler aussi des fonctions, n'importe lesquelles. Donc, on va essayer de chercher, par exemple, s'il y a des fonctions qui me permettent d'afficher des versions. Alors, par exemple, voilà, dans la libc, j'ai une fonction qui s'appelle new get libc version. Ça, c'est une fonction ARM, ok, comme on le voit ici. Alors, je vais l'appeler directement. Je ne sais pas trop comment l'appeler. Alors, je vais essayer de l'appeler sans argument. On va voir si ça crache ou pas, et si ça me retourne quelque chose.
Alors, ça ne va pas cracher. Et si j'affiche le résultat, il me dit 2.17. Regardons un peu avec le mapping qu'on avait vu là précédemment. Snap, voilà. Est-ce que c'est consistant? Si vous regardez, en fait, la LXC, elle s'appelle bien la LXC 2.17. Donc ça a l'air consistant. Est-ce que je peux afficher, par exemple, le PCRE version? Alors, je vais faire une nouvelle fonction. Je vais faire une nouvelle variable qui s'appelle C, qui va appeler PCRE version. Et de la même façon, voilà, je peux afficher la version de la lib PCRE en appelant la fonction PCRE version directement dans l'IPCRE, qui est une fonction ARM, encore une fois. Et j'ai pas de machine virtuelle. Donc c'est la version voilà, 8.31 qui est après de Là, ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, je sais pas, je ne connais pas le prototype de ces fonctions. Si je l'appelle avec n'importe quoi comme argument, comme ici, ça marche toujours. Je peux l'appeler aussi avec deux arguments, par exemple. Ça marche toujours. Ça, c'est assez incroyable. Voilà, donc c'est ça que je voulais vous montrer et je vous encourage à contribuer à cet outil de debugging de processus industriels sur des microprocesseurs différents. C'est très utile pour faire le lien entre voilà, l'analyse statique et de l'analyse dynamique. Je vais vous montrer un autre exemple dans 2 minutes sur pourquoi ça peut être utile. Donc on a dit, voilà, j'ai un binaire ARM. Je peux éventuellement appeler des fonctions à l'intérieur de ce binaire ARM directement, sans avoir le code source, et éventuellement, voilà, cross-platform. Merci de Witchcraft Compiler Collection. Donc, je vous invite vraiment à regarder le code source de cet outil, qui est gratuit, open source, qui permet de faire du développement d'exploits, vérifier en tout cas que des vulnérabilités existent de manière rapide. Si vous voulez plus de détails spécifiquement sur cet outil, vous pouvez regarder les présentations qu'on a fait à DEFCON et Black Hat aux États-Unis en 2016. Alors, je vais vous montrer un autre exemple pour conclure, qui est une Simulink attaque dans Samba. Alors, en utilisant le même outil Moabi, en faisant de l'analyse statique, purement statique, Samba, c'est en fait la stack NetBIOS, ceux qui connaissent de Windows, qui a été reverse engineered et portée sous Linux. Donc, en mots simples, ça veut dire que c'est le partage de fichiers de Windows, on l'a porté sous Linux. Et si on analyse ce programme, donc Samba, qui permet de réaliser ce partage de fichiers, l'analyseur statique nous dit qu'il a trouvé potentiellement ce qu'on appelle une Simulink attack. Donc ça vient de quoi? Ça vient du fait qu'on fait un fopen là, d'un chemin qui est tout le temps le même, /tmp jnk.close en écriture. Si ça c'est vrai, ça veut dire que le programme Samba, donc, qui est privilégié, hein, donc sur les ports 139-145, donc inférieur à 1024, donc il tourne avec des privilèges routes. S'il fait effectivement un fopen comme ça d'un fichier prédictible avant de dropper ses privilèges et qu'il le fait en écriture, comme un DPW, ça veut dire que si un attaquant, avant de lancer Samba, crée un lien symbolique depuis ce /tmp jnk-close vers un autre fichier qu'il ne possède pas, quand Samba va se lancer, il va écraser ce lien symbolique et écraser sa destination. Donc si on fait un lien symbolique depuis /tmp jnk-close, c'est dans un répertoire où tout le monde peut écrire, vers par exemple /etc password ou /etc shadow, qui contient les passwords du système, et qu'ensuite on lance Samba, alors Samba va écraser le contenu du fichier password. Votre ordinateur va marcher vachement moins bien après. Alors, vérifions si cette vulnérabilité existe en utilisant, encore une fois, le prototypage offert par le Witchcraft Compiler. Alors voilà le SMB serveur en question. Alors cette fois, le SMB serveur, c'est du 64 bits. Vous voyez que je n'ai pas le code source. Hein. L'exploit, c'est un script Witchcraft. Donc Witchcraft peut être complètement scripté.
Alors, le binaire qu'on va vraiment utiliser, comme vous voyez ici, on va loader en mémoire en fait SMB server 1532, qui est donc un binaire 64 bits. Et à l'intérieur, on va appeler la fonction reply clause. Pourquoi on appelle reply clause? Parce que si on regarde ici là, dans l'array symbolique, il nous dit switch message, ça appelle reply clause qui appelle le fopen. Donc, si j'appelle directement le reply clause, ce que j'espère, c'est que le reply clause appelle le fopen en question et me crée un fichier /tmp jnk.close. OK. Pour de vrai, le faire dans Samba, c'est difficile. Parce que Samba, c'est un serveur, il reçoit des paquets du réseau. Il faudrait que j'arrive à comprendre comment atteindre depuis le main cette fonction. Là, ce qui m'intéresse pour vérifier si la fonction est exploitable, c'est d'appeler directement reply clause, dont je ne connais pas le prototype, et de vérifier si ça me crée le fichier temporaire. OK. Donc c'est ça qu'on va faire en lançant simplement exploit.wsh. Donc ça charge en mémoire le SMB server, ça appelle reply clause avec les arguments AAAA, BBBB, qui vont dire n'importe quoi, et ça fait un ID. Et si je regarde dans /tmp, j'ai bien un fichier qui a été créé, jnk clause. Alors supprimons ce fichier, relançons l'exploit. OK. Et vous voyez qu'encore une fois, il m'a recréé le fichier. D'accord. Donc, reply clause que j'ai traité là, c'est 2 minutes de reverse engineering. J'ai appelé directement la fonction dans SMB server grâce au Xcraft compiler et je peux vérifier qu'effectivement, il crée bien en écriture le fichier en question. Il n'y a pas besoin du code source, il n'y a pas besoin d'assembleur. Voilà. Voilà les bénéfices, c'est pourquoi je vous invite à regarder ce outil qui a des possibilités assez faciles. Voilà, alors pour conclure, je vais vous proposer, si vous avez des questions, qu'on prenne quelques questions. Oui, Jonathan, merci beaucoup pour Je vous en prie. cette présentation. Mais bon, on va prendre des questions, hein, mais donc, c'est juste, voilà, je trouve que c'est très, très, très intéressant. Donc, on va laisser les, voilà, les participants à poser leurs questions directement sur dans le, on va dire dans le panneau de conversation, ce qui permettra de pouvoir y répondre directement. Soit sur converser, ou alors ils peuvent aussi lever la main et moi je peux leur activer le micro si c'est Voilà, plus simple. ouvrir le micro. Oui, tout à fait, c'est encore beaucoup plus convivial. Vous avez un petit paramètre à côté de votre nom pour pouvoir lever la main, si vous voulez lever la main pour poser une question. Alors, c'était peut-être un peu trop facile. Auquel cas, je vais demander à mes stagiaires. Je sais qu'ils sont dans le chat. Vous poser des questions. Alors, je vais permettre de parler. Activer. Noé. C'est bon. Allô, on m'entend? Oui. Oui, moi j'avais une question, c'était pour la deuxième partie que tu nous avais montrée avec OS Random. Donc, on est parti d'un certain nombre en brute force, je ne sais pas si tu avais mentionné, à 11 000 cas possibles. Et je n'ai pas noté, c'était combien déjà initialement? Ok, donc merci Noé pour ta question. C'est un bon stagiaire. Donc, effectivement, il y a un problème avec Random. Donc, je vais revenir sur l'exemple dans le StatPD, le problème avec Random. En fait, oui, ça donne des nombres pseudo-random. Mais initialement, si on faisait du force brute sans rien savoir, on partait de combien de cas possibles en fait? Il n'y en a que un qui est possible en fait. Enfin, je vais te remontrer ici. Si tu lances Random, tu vois, c'est tout le temps le même chiffre. Ouais, mais c'était en supposant que random fonctionnait bien.
Enfin, qu'il n'y avait pas eu, qu'on faisait un vrai random et pas un random où il y avait une faille. Alors, s'il n'y avait pas de faille, quel est le scope de random? Tu Oui, veux voilà, poser ta c'est le question? cardinal. Ouais, voilà. Ok. Donc en fait, si on regarde, donc random, c'est une fonction qui vient de la libc, hein. Voilà. Donc en fait, c'est un long int, et du coup, ça va dépendre de ton architecture. Si tu es sur du 32 bits, ça va faire 32 bits. Si c'est sur du 64 bits, comme là c'est le cas, ça va être 64. C'est écrit ici, normalement, c'est au moins entre 0 et 31. Et 2 sur 31. Ok. Donc c'est ça le patch, hein, en fait. C'est d'appeler srandom avant, et ça transforme le problème qui était, comme on voit ici, la répétabilité absolue de random, ça lui donne en fait au moins 4 bytes d'entropie. Donc 2 puissance entre 0 et 2 puissance 31 moins 20, ça fait 4 gigas, voilà, ça fait 4 bytes. Et sinon, j'avais une deuxième question, c'est en général, c'est à peu près à quel ordre de grandeur on peut se dire que la méthode force brute peut marcher, entre autres. Ça, c'est une très bonne question. Quand est-ce qu'on peut brute forcer? Un ordre de Alors, grandeur pour se dire où c'est alors possible, où c'est pas comme, envisageable. comme tu es un bon stagiaire, je vais d'abord te poser la question. À ton avis, on peut brute forcer quel ordre de grandeur? Ça dépend de combien d'ordinateurs on a, mais je dirais que c'était dans les 10 puissance 20. Mais Je dirais 10 puissance 20. Ok. si vraiment on a des bons ordinateurs, mais ça me paraît déjà beaucoup en fait. Alors, en fait, ça dépend de ce qu'on appelle du brute force. Ça dépend notamment si tu brute force en local, si tu brute force à travers le réseau, comme on le fait là, ok, Ouais. ou si tu fais du brute force optimisé cryptographiquement. Donc, si tu brute force sur le réseau, tu me dis de l'ordre de 10 puissance 20. Bon, moi, je sais qu'il y a des attaques en 10 puissance 16 sans problème. Par exemple, les attaques du genre DNS, cache poisoning, la taille de l'entropie, donc c'est 16 bits, c'est-à-dire 2 bytes. C'est l'attaque de Kaminsky de 2009, si vous voulez regarder les références. Et ça se fait sans problème. Ça se fait même, bon, alors après, il y a souvent des attaques qui peuvent être optimisées avec ce qu'on appelle des paranodes, des anniversaires, etc. Mais 10 puissance 16 sur le réseau, ça se fait sans problème. 10 puissance, si tu prends par exemple est-ce que tu connais un algorithme qui s'appelle DES? Non. Ok, donc c'est du chiffrement des années 70 en fait. C'est complètement cassé, hein, DES. L'entropie pool à l'intérieur de l'algorithme, il est en 10 puissance 56. Donc pour une attaque cryptographique en local, tu me donnes du texte chiffré ou tu me donnes un hash et on essaye de le déchiffrer ou de trouver une collision. C'est un hash. 10 puissance 56, c'est tout petit. Ça se fait avec du commodity hardware comme ton ordinateur ou mon ordinateur en quelques jours. Donc la réponse, c'est effectivement, ça dépend, quoi. Du 10 puissance 16 en remote sur du réseau, ça se fait. Du 10 puissance 56 sans problème sur ton ordinateur, ça se fait. Après, voilà, ça dépend un peu des conditions, de la taille des paquets réseau et de c'est quoi le coût de lancer l'attaque localement. Pour les ordres de grandeur, ouais, ça donne des bonnes idées, quoi. Si Ok. tu regardes des collisions sur, est-ce que tu connais par exemple Shawan? Tu peux me l'écrire? Shawan, Kawan? Shawan Sum. Et tu vois mon écran là? Par exemple, là, tu vois, on va faire un hash de BinLS là. Voilà. Ça, c'est un hash Shawan. Alors, si on regarde, c'est combien de caractères là? Donc, tu vois là, il y a 40 caractères. Ouais, Ça paraît gros, hein. pas énorme. Google ont trouvé une collision là-dessus.
ça leur a pris à peu près 10 000 années de CPU. Donc ça c'est beaucoup plus gros. Hein. Mais ouais, il y a des éclats cryptographiques qui de manière contre-intuitive, peuvent casser des trucs très, très gros. Donc la réponse, c'est ça dépend. L'ordre de grandeur à retenir, c'est voilà, 10 puissance 16 en remote, ça se fait. Et 10 puissance 56 en local, ça se fait. C'est une très bonne D'accord. question. Et une dernière question. Je ne suis pas non plus très spécialiste, par exemple, pour générer des nombres aléatoires. C'est très souvent qu'on utilise la méthode du milliseconde et du second. En fait, ça dépend de ton hardware. Il y a des environnements où c'est très difficile d'obtenir de l'aléa. Imagine par exemple que tu utilises, je ne sais pas si tu as déjà vu des OS Linux qui bootent sur CD, type Knoppix, trucs comme ça. J'en ai entendu parler, oui. Mais... Donc, imagine tu fais booter un Knoppix dans une VM du genre VirtualBox ou VMware. Ouais. Là, il ne va pas y avoir beaucoup d'aléas, parce qu'il n'y a pas de vrai hardware. Et à chaque fois que tu l'émules, ça va être un peu la même chose. Donc là, obtenir de l'ALEA va être très difficile. Sur du vrai hardware moderne, en fait, on utilise des pseudo-random number generators, mais pas comme source cryptographique. Quand on veut de la source d'ALEA cryptographique, on essaye de l'obtenir soit du bruit du kernel, soit si possible du hardware. Et en fait, sur des processeurs modernes, du genre ARM, 64 bits, comme c'est courant sur les voitures, ou surtout le processeur Intel que tu es en train d'utiliser là, il y a des instructions assembleurs qui permettent d'obtenir de l'aléa directement du hardware. Et ça, c'est bien meilleur que d'utiliser des pseudo-random number generators. Donc on utilise ça, ou on utilise, je ne sais pas si tu connais les primitives slash random et slash value random du kernel qui donne aussi des meilleurs trucs en fait. Ouais. Donc en fait, Et une bonne façon de seeder ton PRNG, c'est de lire un byte de slash value random et envoyer ça dans srand. Plutôt que de le faire comme je l'ai fait ici, là, le random.c en utilisant le getcube, parce que ça peut être brute forcé aussi, en fait, le getcube. Il vaut mieux lire quelques bytes de slash value random et faire un srand avec ça. Très bonne question. ok. J'ai pas d'autres questions pour l'instant. Merci d'avoir répondu. C'était de très bonnes questions. Merci Noé. Est-ce qu'on a d'autres questions? Apparemment, non. Bon, bah écoutez, je vous remercie pour la possibilité de présenter ça aujourd'hui. J'espère que ça a été intéressant et aux étudiants du CNAM, et aux industriels et aux gens plus intéressés pour la recherche. Et je vous donne rendez-vous bientôt avec le CNAM et Telecom Valley. Merci beaucoup, Jonathan, pour cette belle présentation. J'avoue qu'on a eu un tout petit peu quelques soucis de son, donc qui fait que peut-être on n'a pas pu tout capter, mais voilà. Mais donc je pense que la version est encore, la présentation est disponible encore sur YouTube, et que voilà, en augmentant un peu le son, on pourra capter en fin de compte toutes les